Ça n'a aucun rapport avec les jeux de société, mais au mois de février, j'ai appris à réciter l'alphabet à l'envers. Alors je vous montre ça en action un peu plus tard dans cette vidéo. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP, segment vidéo qui vise à faire un retour sur le mois de février 2020 qui vient de se terminer. Donc dans cette vidéo, nous ferons ensemble un survol de différentes choses. Premièrement, je vais vous parler des statistiques en lien avec la chaîne, puis je vais vous parler de mes deux découvertes du mois, l'une étant un jeu de société qui vous sera proposé d'ici quelques mois que je juge hyper intéressant, donc je vous donnerai quelques informations là-dessus. Et ma deuxième découverte, ce fut une vidéo qui m'a appris en moins de 15 minutes à mémoriser l'alphabet à l'envers. Je sais que ça n'a aucun lien avec les jeux de société, mais c'est très intéressant. Je vous en reparle quelques minutes un peu plus tard et finalement nous allons terminer avec mes expériences de jeu pour le mois de février, tous les jeux auxquels j'ai joué et ce que j'en ai pensé. Au mois de février, nous vous avons proposé différents types de vidéos, de nouveaux formats également. De mon côté, je vous ai proposé le format en 5 minutes qui propose de regarder les règles d'un jeu en moins de 5 minutes. Donc pour ce faire, j'ai utilisé Glenmore 2. Vous irez jeter un coup d'œil à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça va prendre seulement 4 minutes 30 de votre temps et vous pourrez me laisser du feedback ou un retour constructif sur ce nouveau format. Il y a également Vince qui a initié un nouveau format, le format à table, qui vise à être un retour à chaud d'une partie avec des amis où est-ce que les participants de ce jeu vous adressent la parole, échangent ensemble sur leur impression, leur expérience de jeu, comment ils ont vécu la partie. Vince vous a proposé ça avec un Infamous Traffic et récemment Sylvain a fait la même chose avec Dominations. Alors deux nouveaux formats. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires quand vous voyez des nouveaux formats ou des changements sur la chaîne pour nous dire si vous appréciez cela, si c'est une bonne idée, si c'est pertinent pour vous ou non et surtout pourquoi. Donc au mois de février, nous vous avons proposé somme toute 19 vidéos très variées avec des règles de jeu, des présentations également. Tout le mois de février totalise 74 000 visionnements sur la chaîne, c'est énorme, ce qui fait monter le nombre total de visionnements depuis sa création sur la chaîne. Je crois qu'on approche des 1 500 000 visionnements, alors c'est gigantesque comme un chiffre, comme un nombre de visionnements. Nous accueillons également 330 nouveaux abonnés qui ont décidé de suivre l'aventure, de plonger dans l'aventure avec nous au cours du mois de février. Donc on vous salue, on vous remercie de décider de nous suivre. D'ailleurs, si vous êtes un nouvel abonné, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo pour nous indiquer quelle vidéo vous a accroché ou vous a fait découvrir la chaîne si vous ne la connaissiez pas auparavant. Et finalement, la vidéo la plus visionnée, la plus vue au cours du mois de février, c'était mon top 10 des meilleurs jeux de la décennie, vidéo où je vous présentais, selon moi, dans les 10 dernières années, en passant en revue chacune des années individuellement, le meilleur jeu qui était sorti à l'époque. Alors je croyais jamais que cette vidéo allait autant vous intéresser avec ses presque, ou sinon un peu plus que 17 000 visionnements en 2 semaines. C'est énorme. D'ailleurs, Vince a sorti il y a quelques jours à peine une vidéo très semblable, mais où est-ce qu'il parle des vrais meilleurs jeux de la décennie, puisqu'il n'était pas d'accord avec mes choix. Donc si vous n'avez pas encore vu sa version, vous irez y jeter un coup d'œil. Donc ça fait le tour des statistiques de la chaîne pour le mois de février. Je suis maintenant tout excité parce que c'est le moment où je décide de vous parler de ma découverte du mois. Du moins, j'en ai deux ce mois-ci, j'ai triché, mais je commence avec une découverte en lien avec le jeu de société et une qui n'est pas du tout en lien avec le jeu de société, mais que je juge très intéressante quand même. La première étant en lien avec le jeu de société, c'est ma découverte, un jeu qui vous sera proposé via
via une campagne de financement d'ici quelques mois. Je suis convaincu que vous avez déjà commencé à voir des images circuler de ce jeu sur les réseaux sociaux. Je dis jeu, mais je pourrais dire monstre, puisqu'il s'agit d'un jeu épique, un jeu long, un jeu qui prend de la place. Présentement, je suis installé sur une table ici. Oubliez ça, c'est impossible que je sois capable de jouer à ce jeu sur cette petite table-là. Il va me falloir quelque chose de beaucoup plus gros. Je vous parle de Hybris ou Ibris, un jeu de Damien Chauveau chez Aurora Game Studio, un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc oui, il sera possible d'y jouer en solitaire. J'ai bien hâte de voir justement la variante ou le mode de jeu en solitaire dans cet univers à thématique de mythologie grecque qui rencontre l'univers steampunk, qui n'est pas sans rappeler un peu la thématique ou l'univers de Lords of Hellas, ouais, en tout cas ce jeu-là, que j'aimais beaucoup la thématique, mais je n'ai vraiment pas embarqué dans le jeu en parlant de Lords of Hellas, mais Hybris est selon moi un jeu qui va plaire aux fans, aux amateurs de gros jeux, des jeux de planification, de programmation, où est-ce qu'on a une panoplie de choses qu'il est possible de faire, les amateurs de jeux épiques également. On parle d'un jeu d'une durée minimum, je crois, autour de 3 heures, où nous allons incarner des Olympiens, des êtres très puissants qui désirent faire leur preuve afin de devenir de véritables dieux. Et pour ce faire, ils vont devoir apporter soutien, technologie, écoute au peuple de la Grèce antique. Ils vont devoir découvrir leur potentiel en tant qu'Olympiens qui aspirent à devenir de vrais dieux et faire leur preuve afin de prouver à tout le monde qu'ils ont le potentiel de siéger sur le trône de l'Olympe. Alors vraiment, une thématique qui est intéressante selon moi. J'aime beaucoup les jeux à thématique de mythologie. Et ici, je vais vous mettre des images justement à l'écran pour que vous puissiez voir à quel point le jeu est varié, vaste, énorme et tout ça. Mais on a différents lieux dans le jeu. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Des lieux comme le Colisée, par exemple, où est-ce qu'on peut s'entraîner, où est-ce qu'on peut récupérer des cartes conflits. On peut également planifier un affrontement avec un autre héros. On a d'autres lieux comme la Forge, par exemple, où il est possible de fabriquer une technologie avec l'aide d'Héphaïstos qui y demeure. On peut également faire progresser nos technologies afin de les placer éventuellement sur notre plateau personnel pour pouvoir y accéder. On peut aller à l'Olympe également pour prier, pour offrir nos hommages à différentes divinités puis obtenir des récompenses. Il y a toutes sortes de lieux qu'on peut explorer et y faire différentes actions. Pour avoir parlé avec l'auteur du jeu, Damien Chauveau, je lui ai demandé de comparer Hybris à des jeux déjà existants pour pouvoir me donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et ce qu'il m'a dit m'a fait décrocher la mâchoire. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un mélange entre Trickerion pour son aspect de programmation et de planification du placement des ouvriers, où dans différents lieux, on va avoir plusieurs actions qu'on peut effectuer également, mais aussi de Cthulhu Wars, un gros jeu d'affrontement épique, hautement asymétrique parce que les joueurs vont incarner, vont avoir des plateaux personnels qui sera possible de développer. Ces plateaux sont différents pour tous les joueurs, mais ils vont être capables de les développer et de les débloquer à différents moments durant la partie, dans différentes circonstances. Donc vraiment, comparaison Trickerion, qui est un de mes jeux préférés, et Cthulhu Wars, auquel je n'ai joué qu'une seule fois, mais que je ne peux que souligner l'originalité. Les deux mis ensemble, je suis vendu, j'ai très hâte d'en apprendre plus. Il y a de la programmation dans le jeu-là, il y a du draft de cartes, il y a des conflits, il y a de l'asymétrie, tout pour me plaire. La deuxième découverte du mois dont je vous parle n'a aucun rapport avec le jeu de société, mais je la trouve tout de même très intéressante au mois de février, comme une fois de temps en temps, quand j'ai des temps libres, j'aime bien surfer sur Internet, sur YouTube, et une chaîne que j'aime particulièrement suivre, c'est celle de Fabien Olicard, homme aux multiples talents. Et il a déposé, il y a de cela déjà un bon moment, une vidéo où il apprend
à l'auditeur, la personne qui regarde la vidéo, mais également à quelqu'un qui est avec lui lorsqu'il se filme, à réciter l'alphabet à l'envers, et ce, en quelques minutes, et ça fonctionne. J'aime bien me donner des petits défis, des choses comme ça qui permettent de travailler la mémoire, de développer des trucs de mnémotechnique également, et c'est ce qu'il fait dans cette vidéo. Donc, je vous garantis que si vous avez 10 minutes à investir, bon, ok, vous allez me dire que c'est pas un investissement qui rapporte vraiment, parce que concrètement, à quoi ça sert de savoir réciter l'alphabet à l'envers? Rien, mais c'est tout de même un talent cocasse et inusité qui pourrait provoquer bien des rires ou des regards abasourdis pendant un souper avec des amis. Donc je vais vous mettre le lien vers la vidéo à quelque part à l'écran ou dans la description si ça vous intéresse d'aller y jeter un coup d'œil. Et sans plus attendre, je vais vous donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble lorsqu'on récite l'alphabet à l'envers. Donc, pour vous prouver qu'il n'y a pas une feuille ou quoi que ce soit d'information, il n'y a pas d'écran de ce côté-ci où l'alphabet est écrit et où je ne fais que la lire à l'envers, je vais vous faire ça les yeux fermés. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Boum! C'est maintenant le temps pour moi de vous parler de mes expériences de jeu au mois de février. Donc, au mois de février, j'ai eu l'occasion de jouer à quelques jeux, surtout dans des configurations à 2 joueurs, quelques-uns en solitaire. Donc, premièrement, je vous parle de Chronicles of Crime dans la série Millennium, la boîte 1400 Notre-Dame, que je vous ai présenté sur la chaîne il y a de cela quelques jours. Donc d'ailleurs, surveillez la chaîne parce que prochainement, pendant la campagne de financement de Chronicles of Crime, qui va commencer d'ailleurs demain, mardi le 3 mars. Donc pendant la campagne, je vais également publier ma critique. Vous pourrez donc en avoir un peu plus d'informations sur comment j'ai trouvé les nouveaux mécanismes, les nouveaux éléments du jeu de la boîte 1400 et ainsi que mon appréciation du scénario d'introduction. Donc ceci étant dit, je ne vais pas maintenant m'étaler sur le jeu, je vais tout simplement vous rediriger vers ma vidéo de présentation. Je vais également vous dire, ou du moins vous mettre la puce à l'oreille sur une chose que j'ai beaucoup appréciée dans le scénario d'introduction de la boîte 1400. Je vous rappelle que la campagne va proposer la boîte 1400, 1900 et 2400. Je n'ai joué seulement qu'à la boîte des années 1400 Notre-Dame. Et une chose que j'ai vraiment appréciée dans ce scénario, c'est le choix qu'on doit faire, parce que dans ce scénario, en fin de partie, on va être amené, et là je ne suis pas en train de gâcher quoi que ce soit, mais on va être amené à prendre parti selon différentes opportunités, mais différentes situations pour déterminer qu'est-ce qui s'est vraiment passé et bref, qu'est-ce que je veux faire avec les informations que j'ai récupérées en cours de partie. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intriguant. Je me suis senti investi tout le long du scénario parce que je savais que c'est soit telle chose qui s'était passée ou telle chose, mais là, avec les informations que je récupère, est-ce que je peux faire confiance à telle personne ou à celle-ci? Vraiment très intéressant. Donc, surveillez ma critique ou allez voir ma vidéo de présentation ou allez voir tout simplement demain la page Kickstarter de Chronicles of Crime, la série Millennium. J'ai également eu l'occasion de jouer ou de rejouer à Rise of Queensdale. Donc, je vous rappelle que Rise of Queensdale est un jeu de construction d'un royaume, d'un empire Legacy, et j'ai décidé d'y jouer à 2 joueurs avec mon bon ami Richard. C'est un jeu avec beaucoup quand même de narration, beaucoup de textes à lire, beaucoup de règles qu'on va ajouter en cours de campagne aussi. Donc de mémoire, en fait, je suis pas mal certain que le jeu n'existe qu'en anglais et probablement en allemand aussi. Donc, si vous n'êtes à l'aise avec ni l'une ni l'autre de ces langues, peut-être qu'un jour, le jeu va sortir en français, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais il faut donc être assez à l'aise avec l'anglais. Et Rise of Queensdale, ce que j'aime beaucoup de ce jeu, et c'est encore le cas où on est rendu dans la campagne, c'est que les parties sont très rapides. On parle de parties, en tout cas à 2 joueurs, de 30
à 40 minutes environ maximum. Donc ça, c'est très, très, très rapide. Les tours sont rapides. Je place mon dé, je récupère les ressources ou le bénéfice que ça me donne et c'est à ton tour. On alterne les tours comme ça. Quand tous nos dés sont placés, on ramasse, on fait une nouvelle manche jusqu'à ce que la partie se termine, que la fin soit déclenchée. Vraiment génial l'aspect de progression, de personnalisation de notre royaume, mais aussi de notre... il y a plein de choses en fait qu'on peut personnaliser et c'est ce que j'aime, je crois, le plus pour l'instant. On peut personnaliser notre royaume, on peut personnaliser notre fiche de personnage, on peut personnaliser nos objectifs et les points qu'on va récupérer selon les actions qu'on fait en cours de partie. Vraiment, vraiment génial. J'aime le fait également que selon si on perd la partie, ça nous donne un bon avantage pour la prochaine. Ça nous donne des bénéfices également, l'occasion entre autres de modifier nos dés. Parce que oui, il s'agit d'un jeu Legacy, on va coller une tonne d'autocollants partout. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des jeux avec le plus d'autocollants qu'il m'a été donné de voir jusqu'à présent. Alors vraiment un bel aspect de progression, des parties qui sont rapides, satisfaisantes. Un petit bémol, mais c'est pas vraiment un bémol pour moi, mais qui pourrait en être un pour plusieurs, c'est que lorsqu'on passe d'une partie à l'autre, il y a souvent beaucoup de choses qui sont débloquées, comme dans la plupart des jeux Legacy, mais lorsque c'est le cas, on a donc beaucoup de lectures, des nouvelles règles à poser, des nouvelles composantes à aller chercher. La boîte, l'organisation de la boîte laisse un peu parfois à désirer, et donc la mise en place, de défaire une partie, prendre en considération les nouvelles règles, les lire, aller chercher les nouvelles composantes, les appliquer, les installer, préparer la deuxième partie. Tout ça peut prendre presque autant de temps que de jouer une partie. Donc, à chaque fois que mon ami Richard et moi, on se voit pour jouer, on veut au moins faire 2 parties. On fait une partie de 30-40 minutes et après ça, on se tape un 20 minutes de mise en place pour la prochaine partie, assimilation des règles. On refait un autre 30 à 40 minutes de partie. On prend en considération les nouvelles règles et on range le tout pour la prochaine fois. Donc là, on vient de terminer nos parties 3 et 4 et on a bien hâte de se relancer dans l'aventure. J'ai également eu l'occasion de jouer à Glenmore 2 que je vous ai présenté sur la chaîne sous forme de capsule en 5 minutes. Vraiment, j'appréciais beaucoup le jeu de base de Glenmore, mais la nouvelle édition de Glenmore 2 avec ses 8 chroniques qui ajoutent de la variabilité, de la variété, des aspects différents sur lesquels on peut se concentrer d'une partie à l'autre, des nouvelles opportunités. Donc ça, c'est vraiment génial. Le nouveau visuel du jeu est splendide. Un jeu qui est rapide également, engageant. Vraiment, Glenmore 2, pour moi, c'est un joli coup de cœur, une belle découverte ou redécouverte cette année. J'ai aussi eu l'occasion de jouer à Caylus, la version 1303, donc la nouvelle édition. J'avais déjà joué à l'édition originale et je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait déplu. Je pense que parfois, notre appréciation d'un jeu dépend de différents facteurs qui ne sont pas toujours objectifs ou cohérent, disons-le ainsi. Donc, je pense que lorsque j'ai joué à Caylus pour la première fois, ce qui remonte à il y a quand même 3 ans ou presque 4 ans. Donc, j'étais à mes débuts dans la découverte de l'univers du jeu de société et je me souviens ne pas avoir vraiment accroché au jeu et je me doute qu'il s'agit probablement en grande partie du look du jeu qui à l'époque était très drabe, très beige et tout ça. Et c'est ça. Je ne dis pas du tout que c'était valable comme excuse ou quoi que ce soit. Je suis convaincu que si je rejouais aujourd'hui avec toutes mes connaissances ou mon bagage en lien avec le jeu de société qui a énormément évolué, si je rejouais au jeu de base, je serais capable de façon beaucoup plus objective de souligner les bons points du jeu et tout ça. Mais la nouvelle édition, pour moi, vient complètement remplacer l'ancienne. Premièrement,
point de vue esthétique, le jeu est magnifique. Sinon, mécanisme de jeu, je crois que 98% c'est identique. On a seulement rajouté des personnages. Et quel ajout intéressant selon moi, les personnages qui vont donner des pouvoirs passifs en cours de partie, mais qu'il sera également possible de voler aux autres joueurs. Donc non, Caylus n'est pas un petit jeu tranquille qu'on joue chacun de notre côté sans trop regarder ce que les autres font en sirotant notre tasse de thé. Pas du tout, c'est un jeu où est-ce qu'on va devoir et même aimer se mettre des bâtons dans les roues. On va vouloir essayer de ralentir, de stopper les autres, que ce soit en déplaçant le pion prévôt, le cheval, pour empêcher les autres joueurs de réaliser certaines de leurs actions ou actions qui sont primordiales pour eux pour effectuer ce qu'ils ont prévu dans le tour, ou en allant voler clairement leur personnage qui leur donne des avantages en cours de partie. Vraiment un jeu qui est passif-agressif, ou parce que je récupère des ressources, je construis mes bâtiments comme ça, je vais chercher des points de victoire. Ça pourrait s'apparenter à n'importe quel autre euro, mais l'aspect tranche-gorge du jeu est bien présent. Il faut savoir la saisir. J'ai eu l'occasion d'y jouer à 2 joueurs et je me doute bien que ce n'est pas la configuration idéale pour ressentir et vivre l'expérience complète. Je crois que l'idéal serait d'y jouer à 4. Je crois que le jeu se joue jusqu'à 5 même, peut-être un peu long rendu à 5 joueurs, mais je crois que 4 ce serait vraiment l'idéal. Laissez-moi vos commentaires. Selon vous, la configuration idéale pour Caylus, combien de joueurs? Laissez-moi ça dans la description sous la vidéo et il me fera plaisir de vous lire. J'ai également eu le grand plaisir de jouer avec ma femme à Clank Legacy. Nous avons plongé dans notre 2e partie. On avait vraiment été renversé lors de notre première partie par les possibilités, les opportunités, toutes les choses qu'on débloquait. Ce qui m'a passionné avec Clank Legacy, c'est qu'on en oublie notre objectif. On en oublie comment on gagne la partie tellement on est investi à réaliser des quêtes, aller voir, explorer tel endroit pour savoir qu'est-ce qui s'y trouve, aller chercher tel avantage mystérieux ou saisir telle opportunité qui vient d'être débloquée. Avec toutes ces opportunités-là et ces nouveaux aspects, j'en oublie que mon objectif ultime, c'est de descendre dans le plateau, aller chercher un artefact et revenir au point de départ. Et ça, pour moi, c'est un gage de brillanticisme. C'est un gage de réussite où est-ce que je me sens tellement investi par cet univers que je porte plus attention à OK, combien de points de victoire je peux aller récupérer. Et là, je pense que je suis en tête, je vais aller déclencher la fin de la partie. Non, je veux vivre l'aventure et à un moment donné, me dire c'est vrai, la fin de la partie approche, vite, il faut que je récupère un artefact et que je remonte à la surface. Vraiment, vraiment, Clank Legacy. Après seulement 2 parties, on est pleinement investi, on apprécie beaucoup. Pas de version française pour le moment, mais gardons espoir, ça devrait être annoncé en cours d'année, je l'espère du moins. J'ai également eu l'occasion de jouer à Domination, Roads to Civilization. Alors, je vous ai présenté le jeu sur la chaîne, je vous ai survolé les règles, j'ai survolé les règles avec vous plutôt. Vous êtes plusieurs à m'avoir laissé des commentaires comme quoi c'est un jeu qui vous intéressait beaucoup. Je ne sais pas s'il existe une version française. Si vous le savez, laissez-moi le commentaire sous la vidéo. Il s'agit officiellement d'un jeu pour 2 à 4 joueurs. Par contre, l'éditeur a déposé sous forme print and play, imprimé et joué, une version solitaire. Donc, c'est une version solo qui est proposée par l'éditeur, qui est disponible sur leur site web, je crois. Et tout récemment, ils ont proposé la même variante, mais sous forme digitale, si on veut, c'est pas une application, c'est un site web qui va tout simplement fonctionner comme la version papier, sauf qu'au lieu d'imprimer des cartes, de les retourner, c'est le site web qui va fonctionner vraiment comme une application qui va nous dire les actions que le joueur automate, si on veut, ou que le joueur robotisé va effectuer. Alors, Dominations à 2 joueurs, vraiment intéressant. J'ai hâte d'y rejouer. J'ai justement un petit doute sur le nombre de joueurs idéal pour ce jeu-là. Je crois qu'à partir de 4 joueurs, le jeu doit commencer à être long, mais également difficile de
prendre en considération tout ce qui se passe autour de la partie. On m'avait prévenu qu'il s'agissait d'un jeu où est-ce que c'est difficile de garder la trace de tout ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que je vais pouvoir récupérer des technologies qui vont me donner un avantage à la fin de l'âge. Il y a 3 âges durant la partie. C'est possible pour moi de récupérer des technologies qui vont me donner un avantage immédiatement et c'est terminé après. D'autres savoirs qui vont me donner un avantage au début de chacun des âges. Un autre avantage qui va me donner des bénéfices au début de chacun de mes tours. Et ça va se retrouver sous forme d'arbre de technologie devant moi et c'est plutôt difficile de remarquer rapidement avec un simple coup d'œil tout ce qui a lieu et à quel moment. Donc c'est possible d'oublier plusieurs petits aspects du jeu, entre autres oui avec l'arbre des savoirs, mais aussi c'est facile d'oublier des choses comme par exemple les cristaux blancs sont des jokers, mais on ne peut jamais mettre 2 jokers ensemble. On doit mettre un autre moitié de cristal d'une autre couleur pour que la moitié blanche ou argentée devienne de la couleur du cristal qu'on est venu agencer juste à côté. Ou par exemple, c'est facile d'oublier que si quelqu'un place une tuile à côté d'une cité, le propriétaire de la cité va récupérer des avantages. Donc plein de petits traits comme ça que lors de la première et peut-être même la deuxième partie, on peut oublier et on s'ajuste en cours de partie. Mais vraiment un jeu qui a du potentiel, qui a de la rejouabilité. Il existe 4 extensions, je crois, à ce jeu-là qui va ajouter une tonne de contenu. Vraiment, vraiment génial. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jouer, qu'est-ce que vous attendez? Et finalement, le dernier jeu auquel j'ai joué au mois de février, j'y ai joué en solitaire et je n'ai jamais fait ça avant pour ce jeu. Il s'agit de Time Stories, juste ici. Alors, Time Stories Estrella Drive, qui est l'avant-dernière boîte qui nous restait à faire avant de terminer la série blanche. Et puisque je viens de recevoir les premières boîtes de la nouvelle série Blue, la série Révolution de Time Stories, je voulais absolument terminer les 9 scénarios du jeu de base avant de procéder. Il m'en restait 2. Il me restait Estrella Drive et Madame. Donc, je viens de terminer Estrella Drive en solitaire parce que j'ai hâte de jouer à la nouvelle série Révolution et notre groupe habituel a de la difficulté à se rencontrer. Donc, je me suis dit, je vais accélérer les choses un petit peu. Je vais y jouer en solitaire seul. Je vais pouvoir comme ça donner mon opinion là-dessus. Et j'ai beaucoup apprécié le scénario, le nouvel aspect de... En fait, on est plongé dans un univers dans les années 80, en Californie, dans une ambiance Hollywood, avec des stars, des acteurs, toutes sortes de personnes influentes et un écrivain également ou un scénariste populaire. Et on doit enquêter sur une faille temporelle qui a eu lieu à l'époque. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Plus on va progresser, plus on va avoir des indices. Et là, je ne veux pas gâcher quoi que ce soit, mais le jeu a une triple épaisseur. Et ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on va commencer le scénario avec un contexte, des informations. Et à un certain moment donné, on va découvrir une nouvelle épaisseur, une nouvelle couche au jeu. Il y a un événement particulier qui va arriver, qui va nous ouvrir un nouvel univers, entre guillemets. Et par la suite, il y a un troisième événement qui va arriver, qui va nous ouvrir une troisième couche, une troisième épaisseur d'événements. Et tout ce que je vais dire, et je suis pas en train de gâcher quoi que ce soit, c'est qu'on est amené à visiter des lieux mais à différentes époques. Comme un peu ça avait été le cas dans le scénario d'Expédition Endurance, on va explorer par exemple un manoir, on commence la partie là-dedans, et à une certaine époque, en 1982, et en cours de scénario, on va avoir des informations sur ce même manoir, mais à différentes époques, différents moments. Donc ça, c'est vraiment génial. Pas beaucoup de combats dans ce scénario, ça m'a extrêmement étonné, et tant mieux. Je suis pas un grand fan des affrontements avec les
idée, tout ça, dans Time Stories en général. Par contre, le grand défi de celui-ci sera vraiment la gestion du temps. C'est une course. Vous allez reprendre le scénario probablement plusieurs fois, pas parce que vous allez mourir, mais parce que vous allez manquer de temps. On a seulement 20 unités de temps pour résoudre du moins une partie de l'enquête et le temps va filer parce que vous allez être amené à fouiller les endroits si vous voulez avoir des informations, si vous voulez découvrir des objets, mais ça va vous prendre du précieux temps. Mais peut-être que plus tard, dans un prochain run, vous allez avoir des informations complémentaires pour vous dire « Ah ben, les objets qu'on a retrouvés dans cet endroit-là nous sont utiles pour telle interaction, donc on va aller faire ça dans tel ordre. » Mais vraiment, vraiment intéressant, Estrella Drive. Je pense que c'est l'un des scénarios qui a été les plus courts aussi pour nous, alors qu'habituellement, l'expérience tournait autour des 4 heures. Estrella Drive a tourné plutôt autour des 2h30. Ben, je dis pour nous, pour moi. Je sais pas si c'est parce que j'ai joué en solitaire, justement, avec 2 personnages, donc je lisais des cartes, je lisais l'autre carte par la suite. Plus facile côté communication pour ça lorsqu'on a un seul cerveau. Mais bref, j'ai bien apprécié. Maintenant, je vais plonger éventuellement dans le scénario de Madame. Si vous avez fait ce scénario, sans gâcher quoi que ce soit, laissez-moi votre appréciation dans les commentaires sur le scénario Madame de Time Stories. Et voilà, c'est tout pour ce Quoi de neuf JP. J'en profite pour souligner le t-shirt que je porte, un t-shirt que j'ai acheté sur la boutique du site de Stormire Games. Alors, je l'aime bien. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont le désir de porter des vêtements qui arborent les couleurs du jeu de société et de son univers. Donc, si ça vous intéresse, sachez que Stormire Games vend ces t-shirts. J'ai pas été payé pour faire la publicité de la boutique en passant. C'est juste que j'ai prévu le commentaire qui va m'être posé, j'en suis certain de toute façon, sous la vidéo. Les gens qui vont me demander où j'ai récupéré le t-shirt. Donc, je me suis dit que j'allais vous donner l'information. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à me laisser des commentaires sur les jeux dont j'ai parlé, les découvertes également dont je vous ai fait part. Envoyez-moi un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Si vous réussissez à mémoriser l'alphabet à l'envers, faites-moi-le savoir également et dites-moi en combien de temps vous avez réussi à vous en souvenir. Et moi, je vous dis à la prochaine.